bonjour à vous tous. Je disais que malheureusement, je n'avais pas pu être là depuis le début des interventions, mais j'étais ravie d'avoir pu entendre ces paroles très inspirantes. Je vais essayer de construire sur ce que Charles vient d'enseigner. Je vais sans doute redire d'ailleurs pas mal de choses, évoquer des idées un peu similaires. Je vais essayer aussi de suivre ses conseils. Je vais essayer de ne pas être trop romantique. Voilà, pour vivre cette intériorité à l'extérieur. Et j'ai envie de vous donner les mêmes conseils que ceux qui donnent à ses enfants quand il va dans un musée. Si dans ce que je m'apprête à dire, vous avez une émotion littéraire, vous pouvez vous arrêter là, aller au McDo ou faire autre chose. Non, j'espère que vous allez rester encore un peu avec nous. Alors voilà, je voudrais débuter mon propos par une célèbre et très ancienne légende juive que vous connaissez peut-être. Au XIe siècle, dans l'est de la France, vivait, et ça c'est historique, vivait un homme qui s'appelait Rachi, qui était un vigneron et un exégète, qui a sans doute été le plus célèbre commentateur juif de tous les temps. Il a, lui seul, commenté des milliers et des milliers de pages de Bible et de Talmud, tout en faisant les vendanges, en cultivant ses vignes. Cet homme était extrêmement érudit et il a découvert un jour que les livres parlaient. Alors je ne sais pas si ce jour-là, il avait bu ou pas. Toujours est-il que Rachi affirme que si vous vous promenez la nuit dans une bibliothèque et que vous tendez l'oreille, eh bien, vous allez entendre la voix des livres qui s'adresse à vous et qui vous dit en hébreu, parce que oui, selon Rachi, les livres parlent en hébreu. Si vous tendez l'oreille, vous les entendrez dire en hébreu « darsheni », ce qui veut dire « interprète-moi ». Alors vous remarquerez plusieurs choses autour de cette légende. D'abord, je viens de le dire, pour Rachi, les livres parlent en hébreu. En français, quand on ne comprend pas quelque chose, bien souvent, on utilise une expression très étrange. On dit « pour moi, c'est de l'hébreu ». Et vous avouerez que c'est assez étrange parce qu'on ne dit pas, pour moi, c'est du finnois, du hongrois ou du swahili. Pourquoi est-ce que l'hébreu est considéré comme une langue étrangère par excellence, la langue qu'on n'a aucune chance de comprendre et qui nous plongerait forcément dans un abîme de perplexité? Je ne sais pas répondre à cette question. Ça vaudrait peut-être de nouvelles controverses de Descartes. Pourquoi certaines langues étrangères sont-elles considérées comme plus étrangères que d'autres? Et puis cette légende de Rachi, elle affirme surtout, si on le croit, que les livres, donc, nous parlent. Mais attention, quand les livres nous parlent, ils ne nous disent pas « lis-moi » ou bien « ouvre-moi » ou bien « consulte-moi ». Non, les livres, quand ils nous parlent, ils nous disent « interprète-moi ». Et c'est comme si les livres de nos bibliothèques, la nuit, nous adressaient un message subtil. Les livres nous demandent de les interpréter, c'est-à-dire de leur faire dire ce qu'ils n'ont pas encore dit, de les faire résonner d'un sens qui est peut-être celui que nous leur donnerons dans notre nouvelle lecture. Les livres sont, d'après cette théorie, comme en attente d'être entendus, de prendre un sens que seul le prochain lecteur pourra lui donner. Pour le dire autrement, Rachi, au Moyen-Âge, donc au XIe siècle, en France, semble conscient de ce que la critique littéraire dira beaucoup plus tard, à savoir que le lecteur dispose d'un pouvoir bien plus grand que celui de l'auteur, la capacité de faire dire au livre ce qu'il peut encore dire. Et ce pouvoir dire du livre est toujours beaucoup plus vaste et puissant que son vouloir dire. Il y a d'un côté l'intention de l'auteur, il y a d'un côté le sens obvi, parfois d'un passage, et il y a ce que le lecteur, dans son nouveau contexte, dans une situation inédite, avec une sensibilité particulière, dans un temps qui lui est propre, va pouvoir trouver dans le texte, et nul ne sait si ce qu'il y trouve est une invention ou une découverte. Nul ne peut dire si ce que je lis dans le texte est une fabrication de mon esprit dans un contexte nouveau, ou si cette chose était totalement là, ou si cette chose était comme en attente, d'une certaine manière, comme si ce sens était prégnant dans le livre, qui attendait de nous dire « Darsheni, interprète-moi différemment ». Et tout ce que je viens
de vous dire est vrai des livres en général, bien entendu, de la littérature, mais je crois que c'est plus vrai encore des littératures ou des textes sacrés et de l'activité sacrée qui est celle de l'exégèse religieuse. Le livre sacré dépend plus que tout autre, je crois, de son interprétation. Il est sacré s'il a encore quelque chose à nous dire. Alors bien sûr, vous l'entendez, tout le monde ne sera pas nécessairement d'accord avec cela. Il y a forcément certains lecteurs religieux qui penseront exactement l'inverse de ce que je viens de vous énoncer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il existe deux écoles de lecture, deux types de lecteurs de nos textes traditionnels. Il y a d'un côté ceux qui croient que le texte a déjà tout dit, que son sens a été révélé une fois pour toutes, soit parce qu'il n'y avait qu'un seul message à délivrer, soit parce que ce que nos pères ou nos grands-pères ou nos arrière-grands-pères en ont dit, d'ailleurs peut-être trop rarement nos mères, nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, eh bien, ce que les générations passées ont dit ne peut pas ou ne doit pas être compris autrement que ce qu'ils ont compris eux. Cette modalité de lecture, on pourrait l'appeler conservatrice par définition, mais elle aspire surtout à figer le sens du sacré comme si ce qui définissait le sacré, c'était l'immuable. Le texte a déjà parlé, le texte a délivré son message, et il s'agit de ne jamais le violenter, donc de ne jamais commettre de blasphème en violentant un texte. Et puis, il y a deuxième catégorie de lecteurs, ceux qui considèrent que la lecture et l'exégèse religieuse, c'est précisément l'exercice inverse. Et cela considère que l'intention de l'auteur attend d'être enrichie de la force du lecteur, de sa puissance de réinterprétation qui permet au texte de rester pertinent pour une nouvelle génération. Et ce lecteur-là croit, en réalité, qu'aucune lecture ne se fait hors contexte et que chaque lecteur doit d'abord s'interroger sur le lieu d'où il lit. Vous connaissez peut-être, je suis sûre que vous connaissez cette expression, on a beaucoup parlé d'expression et du rap avant ça, mais vous connaissez sans doute cette expression des jeunes qui est très à la mode ces dernières années, on dit mais vas-y, d'où tu parles ? Voilà, d'où tu parles, une expression qu'on entend beaucoup, mais cette expression, selon moi, elle dit quelque chose de très très juste. En fait, c'est une question que doit se poser chaque lecteur. Se demander d'où le texte parle, c'est-à-dire de quelle époque, de quel contexte, et surtout d'où il le lit, lui. Quel est l'environnement qui est le sien, qui va lui permettre, ou au contraire, qui va précisément l'empêcher de comprendre ce que le texte veut dire ou ce que le texte peut dire. J'ai souvent dit, et pardon de multiplier des expressions très profanes, j'ai souvent enseigné ces dernières années que celui qui lit son texte sans son contexte prend le risque d'être juste un con face à son texte. C'est une menace qui menace tout lecteur en réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que la lecture totalement décontextualisée, celle qui refuse l'histoire, et les strates historiques, l'histoire avec un grand H bien sûr, presque comme des sédimentations qui structurent nos lectures, celui qui refuse cette conscience historique prend le risque d'enfermer son texte dans le morbide du déjà dit ou du fini de dire. Et qu'est-ce que tout ça a à voir avec le sujet qui nous réunit aujourd'hui? À quoi bon apprendre à lire ou à écrire au XXIe siècle? Eh bien, je crois que c'est le cœur de la problématique de l'utilité de la lecture que de se demander cela. Préparons-nous, nos enfants, à être des lecteurs du premier type ou des lecteurs du deuxième type. Cela revient à choisir si on les prépare à lire un texte comme un déjà révélé, un déjà tout dit, ou comme un en train de se révéler, comme un pas tout dit encore. Et cette question, vous le percevez, elle est éminemment politique. Peut-être que certains, je ne sais pas si ça a fait l'objet dans l'introduction d'une réflexion, se sont étonnés que ce sujet ait été retenu cette année pour les controverses, plutôt que des sujets plus controversés, comme par exemple la montée de l'extrémisme, du fanatisme, du complotisme et que sais-je encore. Mais ce que j'aimerais vous démontrer dans le court temps qui m'est imparti, c'est que précisément,
la question de la lecture et de l'écriture, c'est la même question que celle de la lutte contre le fanatisme ou contre le fondamentalisme. C'est une seule et même question qui interroge en fait notre rapport au texte, à l'écrit et notre rapport au récit. Et je voudrais, pour l'illustrer, faire d'abord un petit détour par un livre qui est l'un de mes livres préférés, un de ceux qui ne quitte jamais ma table de chevet. C'est un livre de l'écrivain israélien Amos Oz, disparu il y a 2 ans de cela. Il a écrit un tout petit essai qui a été traduit en français et qui s'appelle en français « Comment guérir un fanatique ». Vaste programme. Voilà. Dans ce petit essai, Amos Oz raconte comment il est, lui, devenu écrivain, à quoi il doit la naissance de cette passion de la littérature et de cette passion de l'écriture. Et il explique qu'il est devenu écrivain pour une raison simple, parce qu'il aimait la glace à la vanille. Quel rapport ? Eh bien, quand Amos Oz était enfant, il habitait à Jérusalem, il était le fils unique de ses parents, et ses parents avaient l'habitude, chaque week-end, de donner rendez-vous à des amis à eux dans un petit café de la ville, et ces après-midi d'adultes étaient extrêmement ennuyeuses pour le petit Amos. Et alors, pour le motiver à les accompagner, ses parents lui promettaient que s'il restait calme à leur côté, eh bien, ils lui paieraient une glace à la vanille, une denrée qui était extrêmement rare à cette époque au Proche-Orient. Et alors, pour tuer le temps dans les cafés de Jérusalem, en attendant sa récompense, le petit Amos Oz avait l'habitude, écrit-il, d'observer les gens, des inconnus qui passaient par là, qui s'installaient, de leur inventer des vies, de leur inventer des dialogues intérieurs. Et en fait, il faisait exister et dialoguer ces différentes voix à l'intérieur de sa tête. Et vous voyez où je veux en venir, Amos Oz est persuadé que c'est là qu'il a appris à écrire, en faisant dialoguer dans sa tête des gens dont il ne savait rien et à la place desquels il devait apprendre à se mettre. C'est là où les choses deviennent intéressantes, c'est que Amos Oz situe là non seulement son attrait pour la littérature, mais ce qu'il considère être le plus efficace rempart ou antidote contre le fanatisme. Il écrit que pour écrire un roman, il faut être capable toujours d'entendre dans sa tête plusieurs voix, être capable de se mettre à la place d'un autre, entendre en nous la voix d'un autre en lui reconnaissant de la légitimité. Et il poursuit en écrivant que la littérature est un antidote, pas juste le fait d'en lire, mais le fait d'en écrire. Et il affirme la chose suivante, je le cite, « Quand je dois écrire un roman, je dois d'abord être capable d'entendre plusieurs voix qui parlent en moi, d'éprouver simultanément une demi-douzaine de sentiments et d'opinions contradictoires. » Pour Amos Oz, un bon roman, ça s'écrit quand on peut se mettre simultanément dans la peau d'une multitude de personnages. Et il dit, quand j'écris, je peux comprendre, de mon point de vue de juif israélien, ce que ressent un Palestinien déplacé, un arabe palestinien, un colon israélien, et je peux même me mettre dans la peau d'un ultra-orthodoxe. Et c'est cette capacité de faire dialoguer en soi des voix non conciliables, et même de développer une empathie pour des narratifs aussi divers et éloignés de ma sensibilité première, qui, d'après l'auteur, l'immunise contre le fanatisme qui menace. Et il va conclure en écrivant la phrase suivante, sur laquelle je vous invite à méditer. Il écrit « Le propre du fanatique est qu'il ne sait compter que jusqu'à 1. Il ne peut entendre qu'une voix, qu'une vérité, qu'un sens du texte. Et finalement, l'art de faire dialoguer des voix en soi, quand on écrit ou quand on lit, l'art de percevoir que le texte, tout texte, peut parler par plusieurs voix, tout cela décrit une seule et même chose. Pour paraphraser Amos Oz, c'est un art de compter jusqu'à plus que 1. Plus qu'une sensibilité, plus qu'une expérience, plus qu'un sens. Tout ce que, d'après lui, le fanatique ne parvient pas à faire. Et voilà de quelle manière le lecteur, la lecture et l'écriture deviennent des clés particulières dans un combat politique que l'on doit mener, non pas simplement un combat au nom de l'alphabétisation et du savoir et du développement de nos capacités intellectuelles, mais une lutte active contre le fanatisme. Cette lutte passe par une capacité à reconnaître que le livre présente plus d'un sens à celui qui sait le relire. Ou pour le dire
Plus simplement encore, la bénédiction, et j'utilise un langage religieux, voilà, la bénédiction de la lecture se situe dans le fait qu'elle permet la relecture. Alors oui, il est important d'apprendre à nos enfants à lire, mais peut-être qu'il est encore plus important de leur apprendre à relire. D'ailleurs, je pense souvent, et j'y pense en vous disant ça, à une des étymologies du mot religieux en français. Vous savez, beaucoup de gens pensent que le terme religieux, ça vient de la capacité à relier les gens, à relier les êtres, à relier les temps de nos histoires, à nous relier aux générations passées, aux générations futures, etc., etc. Mais il existe une autre interprétation de ce terme qui considère que le mot religion vient de la capacité à relire. Et j'aime cette idée que le religieux soit à l'origine une invitation à relire les textes. Et tout le paradoxe est là, vous en conviendrez. Aujourd'hui, bien des religieux considèrent que tout a été déjà dit ou lu ou compris et précisément se méfient des invitations à la relecture, celles qui risquent de renouveler les sens ou de dépoussiérer les livres ou de dépoussiérer les consciences. D'où le titre donné à mon intervention, le titre que j'avais proposé, sous la forme effectivement d'un jeu de mots sur un célèbre proverbe. Je me suis permise de proposer comme thème pour cette intervention « Lira bien qui lira le dernier », parce que je crois effectivement qu'il existe une joie, un rire possible, je dirais, dans la possibilité de relire ce dont on a hérité, et aussi dans la conscience que surgiront après nous des êtres qui vont interpréter différemment des héritages qu'on leur a transmis. De la même manière que, selon Rachi, les livres murmurent à nos oreilles la nuit, eh ben je crois que chaque livre attend d'être relu pour continuer de parler, et surtout ce qu'on appelle les classiques, et encore plus particulièrement les canons de nos traditions. Je voudrais illustrer mon propos pour qu'il soit un peu moins théorique et l'ancrer un peu en vous proposant un petit détour par un épisode biblique. Voilà, un récit de la Genèse que vous connaissez tous, j'en suis sûre, il est extrêmement connu, il fait partie de la culture populaire. Vous vous souvenez sans doute du moment où, dans le texte biblique, surgit la violence. Voilà, une violence terrible qui n'est pas anodine, puisqu'elle est cette violence qui va pousser un homme, au tout début du récit, dans la Bible, au tout début de la Genèse, à assassiner son frère. Le surgissement de la violence dans la Bible, vous le connaissez, c'est un fratricide. C'est le très fameux épisode de Caïn et Abel, les premiers enfants de l'histoire, qui sont les enfants aînés de Adam et Ève dans la Bible. On peut dire que l'histoire biblique, ou peut-être l'histoire tout court, commence mal. Mais vous admettrez que ce n'est pas le propre de la Bible. Dans toutes les grandes civilisations, on débute presque toujours par une rivalité fraternelle terrible. On pourrait citer les mythologies égyptiennes, Seth et Osiris, Romulus et Rémus, Athée et Thieste, etc., etc. Dans la Bible, ça commence par un meurtre. Caïn est jaloux d'Abel, Caïn envie Abel, et alors il va l'assassiner. Et quand Caïn a tué Abel, Dieu se tourne vers lui dans la Bible et lui demande de façon assez naïve, ou en tout cas comme une question rhétorique, « Où est ton frère, Abel ?» Et Caïn, l'assassin, répond, il n'y a pas ce on l'imagine presque dans le texte, Caïn se tourne vers Dieu en disant « Mais suis-je le gardien de mon frère ?» On a là une démonstration parfaite on pourrait dire de mauvaise foi. Caïn refuse d'assumer la responsabilité de son geste. Il se vit lui-même comme une victime avant de se percevoir comme un coupable. Et il ne parvient pas à assumer ce qui l'a poussé à agir. Mais je voudrais qu'on revienne un instant sur l'instant du meurtre. On va procéder maintenant à une exploration un peu plus minutieuse du texte. On va relire le texte, en tout cas tel qu'il est décrit dans la Bible. C'est le moment, si vous êtes chez vous, de sortir une Bible ou de faire appel à vos souvenirs, peut-être d'enfance. On est au chapitre 4 de la Genèse, au verset 8. Je vais vous le dire en hébreu. D'abord, voilà. Vous pourrez dire que c'est de l'hébreu pour vous. Je vais vous lire en hébreu ce verset qui résonne ainsi dans la Bible. Vayomer Caïn el Evel achiv, vayehi bayotam basade, vayakom Caïn et Evel achiv vayargeo. La plupart des Bibles en français, peut-être celles que vous avez à la maison, traduisent cela ainsi. Tandis qu'ils étaient au champ, Caïn parla à son frère. Il se leva, se jeta sur lui et le tua.
Formidable, on imagine très bien la scène. Ils sont en plein travail dans les champs, en pleine discussion. L'un se lève et tue son frère. Sauf que l'hébreu ne dit pas cela. Si on revient à la formulation en hébreu, littéralement, il est écrit « Tandis qu'ils étaient au champ, Caïn dit à son frère, il se leva et le tua. » Vous entendez qu'il y a un problème dans ce verset, mais ce n'est pas traduit. Il y a un problème de syntaxe. Le problème est qu'il manque un mot. Caïn dit à son frère, il se leva et le tua. Mais Caïn dit à son frère quoi? Qu'a dit l'assassin à la victime juste avant de se jeter sur elle? En fait, on n'a pas cette information. On n'en sait rien. Dès lors, un lecteur, ou on pourrait l'appeler un relecteur, est obligé de se poser la question du fantôme dans la phrase. Parce qu'il y a un fantôme dans la phrase, il manque un morceau du verset. Et alors, de deux choses l'une. Première possibilité, cette information s'est perdue. Elle a été effacée, ou alors il y a eu un jour un scribe maladroit qui a oublié de recopier un morceau du verset. Quel dommage, il nous manque le fin mot de l'histoire. Deuxième possibilité, Caïn a ouvert la bouche pour parler à son frère. Caïn dit à son frère, mais il n'a pas réussi à dire. Caïn n'a pas pu parler. Et alors, dit le verset, il s'est levé et a tué son frère. Et soudain, vous l'entendez, c'est comme si la faute syntaxique dans le verset, le manque de mots venait raconter une autre histoire et rendait possible une autre interprétation. L'incapacité à dire quelque chose a à voir avec le meurtre du frère, peut-être avec la violence tout court. La violence a quelque chose à voir avec cela. En hébreu, il y a d'ailleurs une homonymie. Après, j'arrête l'hébreu. Vous allez dire que vous êtes inscrit à un cours d'hébreu cet après-midi. En hébreu, il y a une homonymie intéressante que je vous invite à méditer. La violence, ça se dit alim. Et c'est exactement le même mot, lettre pour lettre, que le mot mutisme. La violence et le mutisme, c'est le même mot. Le manque de mots a toujours, dit l'hébreu, quelque chose à voir avec la violence contre son frère ou contre son prochain. Et cette idée, nous qui sommes des enseignants, des passeurs de savoir, ou des parents, je crois qu'elle peut nous faire sursauter. Dans un temps où tant d'entre nous se plaignent, on en a parlé encore il y a un instant, des menaces d'un appauvrissement du langage ou d'une limitation de mots dans le vocabulaire des uns, des autres, d'une difficulté à dire, eh bien, ou parfois une difficulté à lire ou à écrire, sommes-nous sûrs que cette limitation du langage n'a rien à voir avec la violence qui nous entoure? Comment faire pour que Caïn trouve des mots? Comment faire pour qu'à chaque génération, nous puissions nous dire ensemble les gardiens de nos frères? Apprendre à lire et à écrire, vous le voyez, a tout à voir avec apprendre à parler pour ne pas violenter ou apprendre à relire pour ne pas mourir des lectures passées. Et c'est pleinement une entreprise politique, je crois, de lutte contre le fanatisme qui nous menace tous, pas juste le fanatisme religieux, mais tout ce qui en nous menace constamment de ne plus parler que par une seule voix. Et en fait, de ne plus savoir compter au-delà de 1. Et là, vous allez me dire qu'apprendre à compter, c'est l'affaire des profs de mathématiques. Vous aurez raison et tort à la fois. Apprendre à compter au-delà de 1, c'est une matière, bien entendu, qui se décline dans toutes nos disciplines, dans tous nos livres. Et je conclurai en fait avec cette phrase célèbre de Thomas d'Aquin, que bien sûr, on peut interpréter dans bien des directions. Thomas d'Aquin disait « Je crains l'homme d'un seul livre ». Je crois qu'effectivement, l'homme d'un seul livre nous menace quand il n'entend qu'une seule voix dans son livre ou quand il n'est pas capable de relire le livre qu'il a lu. Alors voilà, c'est ma prescription du jour, mon ordonnance. Je vous suggère ce soir, où que vous soyez dans votre confinement, de prendre peut-être un verre de vin à la mémoire de Rachid, qui était vigneron, ou un verre de ce que vous voulez. Voilà, de tendre l'oreille quand vous marchez dans vos appartements. Avec un peu de chance, vous y entendrez Darsheni, une invitation à l'interprétation. Et vous y trouverez la source d'un apaisement inestimable, la possibilité d'écrire et de lire au pluriel. Merci à vous.
Merci beaucoup. J'anticipe sur cette question. J'ai eu l'impression de penser en même temps que ce que tu disais. C'est-à-dire, enfin, il y a beaucoup de choses avant que tu arrives qui convergeaient vers ce que tu as dit, notamment la question de l'interprétation, c'est cette ouverture, hein, c'est cette capacité de prendre l'autre en compte. Cette relation entre la violence et le mutisme. Hein, j'ai écrit à un moment dans un livre, La violence est muette. Et je pense très très profondément à ce que tu dis, c'est-à-dire que effectivement, je ne connaissais pas cette homophonie entre, c'est Halim, c'est ça, c'est le mot Halim, qui est tout à fait frappante et qui est formidable. Donc merci beaucoup. Merci, oui. Je dois dire que moi aussi j'ai été troublée en arrivant, j'ai entendu donc les interventions, de voir à quel point on se tissait une tresse intéressante, y compris sur la question, vous avez tous les deux parlé de la question d'être prématuré, et en fait la question d'être prématuré ou de naître prématuré, c'est la conscience de ce savoir infini, au sens pas fini, infini. Et je trouve que la lecture est un rappel constant de l'infini du sens, qui est à l'image de notre infinitude. Le fait d'être né en restant à être, à devenir. Enfin là, moi, me viennent à l'esprit, bien entendu, plein d'exemples des traditions bibliques et religieuses, des identités qui s'affrontent, et en général violemment, entre dans le texte des gens qui se considèrent comme aboutis, comme finis, et des êtres qui se savent en train de devenir. Et la promesse dans les textes religieux va toujours aux gens qui se savent en train de devenir, c'est-à-dire qui sont des prématurés, des non-maturés. En réalité, dès qu'on est dans une identité maturée et finie, alors il y a une idée de morbidité dans les textes religieux qui s'enclenche. Et juste un mot, il nous reste un peu de temps, Pascal. Donc on peut peut-être poser quelques questions ici avant de donner la question à nos auditeurs. Il y a aussi cette question, moi, qui a surgi pendant que je t'écoutais, c'est que les religions se sont arrangées linguistiquement pour écarter la possibilité d'interprétation, tout simplement en utilisant une langue que la plupart des gens du peuple ne connaissaient pas. Je pense notamment au latin pour les religions catholiques, je pense à l'arabe classique, littéraire. Pour l'hébreu échappe un peu à cela, mais c'est vrai aussi que cette capacité d'avoir une langue du sacré distincte d'une langue parlée par les croyants était un moyen justement de les écarter complètement, puisqu'il ne s'agissait plus de lire en interprétant ou pas, mais simplement de ne pas savoir lire, mais de réciter. Et donc, en amont de ce que tu dis, c'est-à-dire interprétation ou pas interprétation, il y a aussi le fait de réciter sans sens. Oui, c'est vrai qu'une des conséquences d'une langue sacrée qui ne serait pas accessible ou parlée est effectivement une forme de confiscation du savoir possible que parfois des autorités religieuses se sont arrogées, effectivement. Absolument. Mais il aurait pu en être autrement, parce que la force d'une autre langue et d'une langue sacrée face à une langue profane ou une langue vernaculaire, et qu'en fait, ça crée en permanence la possibilité de la traduction et la possibilité du voyage entre les langues. Or, la possibilité du voyage entre les langues est une possibilité d'infini, parce qu'en fait, c'est la garantie, le fait d'habiter entre des langues ou entre des mondes est, et on le sait dans l'éducation, je pense, une
une mise en route vers l'intelligence. En fait, en français, c'est intéressant, l'intelligence, d'ailleurs, c'est la même chose en hébreu, c'est exactement la même chose. En français, l'intelligence, interlegere, enfin, ça vient d'un mot qui signifie lire entre. En fait, l'intelligence suppose qu'il y a un voyage entre deux lieux, un inter, voilà, un entre-deux. En hébreu, c'est la même chose. Bina, la sagesse, c'est entre-deux, c'est ça que ça veut dire. Donc, en fait, l'intelligence, c'est la capacité d'habiter plusieurs mondes et bien souvent d'habiter plusieurs langues, de faire un voyage entre des langues. C'est-à-dire de savoir, pour aller un peu plus loin, que même quand on parle la même langue qu'un autre, on ne va jamais complètement se comprendre. Et en fait, la communication et la transmission implique le fait de reconnaître que même quand j'utilise les mêmes mots que toi, je ne veux pas nécessairement dire la même chose. Et la possibilité d'une relation entre nous dépend d'un malentendu, bien souvent. En tout cas, de la possibilité d'un malentendu. Ça peut sembler paradoxal. On s'imagine que pour s'entendre, il faut se comprendre. Mais souvent, en fait, c'est le contraire. Il ne faut pas trop se comprendre pour qu'il y ait un dialogue nécessaire entre nous qui ait un sens, essayer de faire comprendre à l'autre ce qu'on a voulu dire, essayer de percevoir ce que ces mots veulent dire dans sa bouche et qu'ils résonneraient différemment dans la mienne. Voilà, cet entre-deux mondes est la condition de la rencontre. Quand je reconnais que l'autre est l'autre et que je suis moi, je reconnais que nous ne faisons pas un, nous sommes plus que un. Et dès qu'on est deux, alors on peut commencer à discuter et à transmettre. C'est aussi ce qui se passe dans une salle de classe. L'élève sait qu'il n'est pas le prof et vice-versa. Donc la possibilité du malentendu est essentielle, je crois. Et pour moi, ça rejoint une problématique qu'on a un peu abordée tout à l'heure sur l'évolution du langage. On a parlé du rap. Moi, j'avais envie de dire un mot sur les SMS ou les messages, les émoticônes que les gens s'envoient, les modalités de langage de ces dernières années. Je suis fascinée, je vois comment mes enfants communiquent avec leurs amis, je suis fascinée de voir ces dernières années la place qu'ont pris des petites images, les émoticônes, ou parfois les signes de ponctuation qui viennent surexpliciter le langage. C'est-à-dire qu'on a réduit le nombre de mots. Effectivement, souvent, on n'a plus de conjonction dans la phrase. Il y a plein de mots qui ont disparu, mais apparaissent, il y a une recrudescence d'images ou de signes de ponctuation qui viennent expliquer à mon interlocuteur exactement ce que je ressens. C'est-à-dire, vous écrivez « j'ai raté mon bac » et vous mettez derrière 4 petits visages qui font « oh, 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 oh » comme ça. Ou « mon chat est mort ». 12 points de suspension. Voilà, je sais pas, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est comme si, c'est très troublant, cette modalité langagière à étudier, parce que c'est comme si on voulait s'assurer que tout est explicite. Comme si je ressentais le besoin de dire à mon interlocuteur « j'ai raté mon bac et vraiment ça m'ennuie » ou alors « mon chat est mort et je suis vachement triste ». En fait, on a besoin tout à coup d'expliciter l'émotion là où avant, c'était implicite. Et je trouve que ce serait intéressant d'étudier ça. Pourquoi on a besoin de rendre les choses extrêmement explicites aujourd'hui, comme s'il fallait surtout pas s'autoriser un malentendu. Alors que, pour moi, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir grandi dans une culture où le malentendu est clé, parce qu'il est une ressource de réflexion et d'imagination, mais aussi, même, il est très présent dans l'humour. C'est-à-dire que dans la capacité de ne pas être vraiment sûr d'avoir compris ce que l'autre a dit. Vous avez le malentendu ou le décalage de sens ou le jeu de mots est construit sur de l'implicite mal compris, en fait. Voilà, l'humour juif repose essentiellement là-dessus. Ne me lancez pas sur les blagues juives, parce que on a juste... Non, c'est pas le moment de vous en raconter quelques-unes, mais énormément de blagues reposent sur le malentendu et le décalage de sens. C'est quelque chose qui n'est pas explicite dans mon langage et qui permet le plus qu'une signification, le plus qu'une compréhension, le plus qu'un sens. Vous avez certainement envie de poser, de réagir ou de poser des questions. C'est la dernière intervention. On va profiter de cela, de ton intervention pour... Non, voilà. Je trouve ça intéressant. Il fallait vraiment que en temps de Covid, il fallait vraiment que je le touche pour qu'il se mette à marcher. Quand tu dis ces émoticônes qui précisent
en enlevant de l'ambiguïté. Donc voilà, je mets des petits smileys, des petits bonhommes qui pleurent. Le problème en plus, c'est que non seulement ça va vers de l'explicite, mais ça va aussi vers de la normativité. Puisque du coup, chacun va exprimer sa tristesse de la même façon, alors qu'avec des mots, on irait vers une expression plus singulière, parce que plus ambiguë ou plus implicite. Mais là, donc, le problème se redouble. Parce qu'en fait, chacun va dire sa joie, sa colère, son énervement, avec les mêmes émoticônes, même si on peut en varier le nombre. Donc le risque, c'est aussi, je crois, un appauvrissement, en fait, mais par quelque chose de normatif. C'est-à-dire que maintenant, si par exemple, tu écris « je suis triste » sans le préciser par l'émoticône adapté, ça peut être mal perçu, finalement. Et donc, ce qui va être mal perçu, finalement, c'est la singularité. Donc, il y a quelque chose de conformiste, finalement. Donc, ça c'est le côté dangereux. Et puis, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi un côté de réinvention intéressante. Et donc, à nous, chacun là où on est, d'essayer, sans être dans la condamnation, ça ne sert à rien, d'être des aiguillons pour que le côté intéressant, réinvention, créativité, l'emporte sur le côté conformiste, normatif. Voilà, la lutte sera longue. Certainement. Grégoire. Ça marche pas. J'avais deux commentaires, enfin deux réflexions qui finalement qui rejoignent toutes les conversations et toutes les choses très intéressantes que vous avez dit sur le livre. Alors moi, je l'ai pris sur une perspective très cognitive, donc je vais continuer à filer cette perspective-là. Finalement, le dire qu'il y a une multiplicité de points de vue dans l'écriture, je trouve que c'est assez fondamental parce que on n'a pas besoin du verbe pour la multiplicité de points de vue. Je veux dire, le bébé déjà est capable de théorie de l'esprit, il est capable d'attribuer des états mentaux à l'autre. Et c'est ça le respect d'autrui, c'est déjà de comprendre que je peux avoir un état mental, et vous venez sur l'émotion, qui est différent de toi. Et comme je comprends que tu as un état mental différent du mien, je peux commencer à respecter la différence que tu as par rapport à moi. On peut le faire par rapport aux autres et on peut le faire par rapport à soi-même. C'est ce que tu disais on peut le faire entre moi aujourd'hui et le moi de demain qui réinterroge mon moi d'aujourd'hui, et ainsi de suite. Mais ces théories de l'esprit, elles ne nécessitent pas le verbe. Elles ne nécessitent pas le langage. Elles s'expriment en dehors du langage. Elles peuvent s'exprimer sans langage. Donc je pense qu'il faut faire un tout petit peu attention à ce primat du langage qui serait la condition sine qua non à l'absence de violence. Je veux dire, le bébé, il ne s'exprime pas qu'en termes violents, et pour autant, il n'a pas forcément accédé au langage oral encore. Et je crois qu'on peut aller au-delà de ça. Et on parlait de l'humour. C'est très drôle. Vous savez, ce sur quoi il y a des différences d'inégalité éducative la plus forte et dans lequel il y a le plus le poids des inégalités sociales, c'est l'humour. C'est ce qui est le plus touché par les inégalités sociales. Donc l'implicite que vous appelez de vos voeux, que évidemment j'appelle de mes voeux, parce que l'implicite, c'est tout là où on peut construire finalement la différence à l'autre et cet développement des capacités, ces capacités de théorie de l'esprit, cette capacité de me projeter dans l'autre, de comprendre, d'être empathique par rapport à l'autre, elle nécessitait, c'est ce que tu disais, d'abord d'aller chercher l'autre là où il est. Mais il faut bien comprendre que dans les milieux défavorisés, cette culture de l'humour, elle n'existe pas. Pas forcément celle qu'on a en tout cas. Et donc cet égocentrisme, il faut aussi qu'on se l'applique à nous-mêmes. C'est-à-dire que notre biais, il est égocentré par définition. C'est ce qu'on montre, on a notre biais spontané, nos automatismes de pensée, c'est de percevoir le monde selon nos propres yeux. Et tout l'enjeu, je dirais, de notre humanité et de développer le livre, c'est de développer ces théories de l'esprit. Et ce qui est intéressant, et ça rejoignait finalement votre relecture ou votre réinterprétation, c'est que vous n'avez pas du tout les mêmes effets sur le développement des théories de l'esprit chez l'enfant en fonction des questions que vous lui posez suite à sa lecture. Si je pose les questions que je pose aujourd'hui à l'école sur un texte, c'est-à-dire la question narrative, je n'ai aucun effet sur le développement des théories de l'esprit. Si je lui pose des questions sur les états mentaux des personnages et les émotions des personnages sur le même texte, à ce moment-là, je produis du changement sur ces théories de l'esprit. Donc je suis d'accord avec vous que l'implicite est important, mais je pense qu'aujourd'hui, dans le milieu éducatif, ce dont on a besoin, c'est de l'explicitation. Parce que justement, l'échec de notre système éducatif, c'est cet implicite permanent dans les apprentissages qui fonctionne
pour une certaine catégorie d'élèves, mais qui ne fonctionne pas forcément pour les élèves défavorisés. Donc, je suis entièrement d'accord avec, en fait, quasiment tout ce que vous avez dit, si ce n'est que sur 2-3 choses, je pense qu'il faut faire attention. Et là, je reviens à ce que tu disais. Quels sont les élèves qu'on a en face de nous et comment, eux, on les rattrape pour les réinsérer dans cette implicite et dans cette multiplicité des points de vue qui construit finalement le respect d'autrui. Delphine ? Non, effectivement, je trouve ça très intéressant. Ce que vous dites, c'est qu'on peut expliciter, ou on doit expliciter pour eux. Vous parlez finalement de l'empathie qu'ils vont avoir avec des personnages, et de quelle manière, en fait, ils vont se sentir liés à un narratif, parce qu'on aura créé en eux de l'empathie. Moi, je pense... Il y a cette question ancestrale, peut-être vous l'avez abordée, de qu'est-ce qui est le propre de l'homme, finalement, qu'est-ce qu'on définit comme le propre de l'homme. À une époque, on pensait que le fait de rire ou d'avoir de l'humour était le propre de l'homme, mais je crois qu'on a découvert qu'il y a des grands singes qui se faisaient des blagues, de la même manière qu'on a cru que le propre de l'homme, c'était les rites funéraires, jusqu'à ce qu'on découvre que des animaux pouvaient s'enterrer. Bien entendu, on ne pense pas aujourd'hui que le propre de l'homme, c'est le langage, parce qu'il y a d'autres formes de langage. J'avais lu, comme beaucoup de gens, ce best-seller de Yuval Harari qui s'appelle Sapiens, dans lequel il développe une théorie intéressante où il dit qu'en fait, le propre de l'homme, c'est la capacité à croire ensemble à des histoires. Et il donne un exemple que je trouve très amusant d'abord, mais intéressant, où il dit dans son livre, tu ne parviendras jamais à convaincre un chimpanzé de te donner sa banane en lui promettant qu'il en recevra 100 après sa vie au paradis des chimpanzés. Et donc, il définissait le propre de l'homme comme étant finalement une capacité à se raconter des histoires, mais à se relier aux autres par des histoires, à se transmettre des histoires. Et je trouve que c'est un point extrêmement important d'un point de vue pédagogique. Moi, c'est un point important pour moi en tant que leader religieux de penser à ça, mais je pense que c'est important pour tout parent, pour tout enseignant, de réfléchir aux histoires qu'on raconte, comment elles lient les gens entre eux, et sans naïveté, c'est-à-dire en sachant qu'une histoire peut vous amener à guérir le monde ou à le détruire. C'est-à-dire qu'avec une même histoire, vous pouvez reconstruire un univers, vous pouvez l'assassiner. Je veux dire par là que l'assassin de Samuel Paty, lui aussi, il se racontait une histoire. Il croyait à une histoire et il était relié à des gens qui croyaient à la même histoire. Donc une histoire, de la même manière qu'un message explicite ne vous empêche pas nécessairement, ou implicite, ne prévient pas nécessairement la violence, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, il ne faut pas être naïf non plus là-dessus, c'est que se raconter des histoires ou lire des histoires, ça peut mener à des catastrophes. Donc c'est là où il y a une responsabilité très forte du lecteur ou de celui qui donne à lire. C'est-à-dire quel type de relecture on veut amener nos enfants à faire, à partir de quelle histoire, et comment est-ce qu'on est conscient voilà, que finalement les livres qu'on met entre leurs mains peuvent les amener à construire un monde ou à le détruire. Voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir de naïveté là-dessus. Oui, je disais, avant que tu arrives, je disais que la lecture est au moins autant une affaire d'éthique que de codage. Et c'est ce que tu dis là aussi. Quelques questions peut-être, Pascal? Oui, pardon. Oui, Charles, vas-y. Oui, juste une réaction, quelque chose que je trouve très intéressant dans votre échange, puis en fait dans notre échange, c'est que malgré tout, Delphine comme moi, on est allé loin du côté du langage, de la parole, avec cette idée que parce qu'on n'a pas les mots, on devient violent. Et puis moi, je suis carrément allé jusqu'au par-lettre de Lacan. Et donc, vous, Grégoire, vous nous alertez sur le fait que peut-être il faudrait qu'on se méfie un peu de ce tout langage, quoi, parce qu'il y a aussi des façons de penser qui sont indépendantes. Voilà. Et vous êtes neuroscientifique, et donc j'ai une question naïve. J'avais cru comprendre que c'était la même aire dans le cerveau qui était celle du langage et de la pensée. Mais ce serait une erreur ? Oui. Parce que du coup, dans ce cas, je ne comprendrais pas comment il pourrait y avoir des fonctionnements de pensée qui soient sans les mots. Et c'est vrai que je confesse que moi, ma formation, c'est la philosophie du langage, c'est la psychanalyse. Donc j'ai du mal avec cette idée d'une pensée hors les mots, que je veux bien admettre comme étant une intuition, par exemple, mais pas une véritable pensée. Mais c'est une question naïve, j'aimerais être éclairé. Alors, on peut le faire avec le cerveau ou sans le cerveau.
Mais, Avec le cerveau, je préfère. alors, on va avec le cerveau. Language of Thought, c'est une idée qui est développée et qui a été abandonnée il y a à peu près 30 ans dans les sciences cognitives. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien qu'on peut avoir de la pensée sans langage et que si on regarde dans le cerveau quels sont les primats, par exemple, du raisonnement logique abstrait, il ne repose pas sur les aires langagières. Il peut, dans certains cas, mais il n'y a pas de nécessité à engager les aires langagières. Et ensuite, effectivement, en fonction, il y a de la variabilité interindividuelle, chacun trouve ses propres chemins aussi dans son cerveau, il y a de la vicariance des stratégies. Et puis, il y a un autre problème par rapport au langage, c'est que si vous étudiez les compétences précoces implicites, par définition, des bébés, ils font du raisonnement bayésien, des opérations arithmétiques, ils font du raisonnement logique, ils font du raisonnement conditionnel, donc il n'y a pas besoin du langage, d'une certaine manière, à ce moment-là. Ce qui ne veut pas dire que le langage n'affine pas notre pensée, qu'elle ne nous permet pas une capacité d'abstraction. Je disais juste, Bien sûr. sinon ça voudrait dire que tous les gens muets sont forcément violents. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, si je pousse le trait jusqu'au Oui, bout, si je oui, n'ai mais- pas accès au langage, je serais forcément violent. Non. Mais c'est par rapport aux émotions. Oui, par C'est ça la rapport. question que j'avais en tête. C'est moi, dans ma formation, et j'ai l'impression que Delphine aussi, mais je me trompe peut-être, nous pensons que la clé des émotions réside dans notre façon d'en parler. Et peut-être que non, en fait. Peut-être que les progrès de la neuroscience nous montrent finalement, il y a des émotions d'avant le langage, puisque les bébés que vous évoquez, peut-être qu'au même titre qu'ils ne parlent pas et que déjà ils ont des raisonnements logiques, enfin des pensées logiques, peut-être qu'ils ont aussi des émotions qui, quelque part, sont là et auxquelles on peut accéder sans les mots, parce qu'elles précèdent les mots. Alors, il y a des Ce émotions. qui impacte aussi les formes de thérapie, quoi. Les émotions primaires, elles sont par définition avant le langage, tout ce qui est joie, peur. Ouais. Celles-là, elles apparaissent avant. Et il y a une autre forme d'émotion auquel nous, on s'intéresse au laboratoire parce qu'elles nous semblent être des vrais leviers, des vrais mécanismes de correction des erreurs, et notamment d'erreurs fondamentales de raisonnement et de correction de, par exemple, comment on fait changer les gens autour de l'hésitation vaccinale, autour de la problématique de la conception du Covid. C'est ce qu'on appelle des émotions contrefactuelles, c'est-à-dire le regret et le soulagement, l'anticipation du regret et du soulagement. Et celles-là, elles engagent des zones qui ne sont pas très loin de celles du langage. D'accord. Voilà. Mais ça dépend de la construction du type d'émotion sur lequel auquel vous vous intéressez. Merci. Tu voulais répondre? Non, tu préfères? Parce qu'on a des questions qui nous viennent d'ailleurs. Pascal. Alors, oui, nous avons effectivement de nombreuses des questions et surtout de nombreuses félicitations pour cette intervention éclairante. Il y a une question qui a été posée par Brahim, qui est enseignant. De quels outils peuvent se munir les jeunes d'aujourd'hui pour tirer profit d'une relecture d'un texte sacré sans tomber dans le piège du fanatisme religieux? Alors, moi, je crois que l'outil le plus efficace, et ça tient en un mot, c'est l'histoire, avec un grand H, c'est-à-dire l'enseignement historique. Avoir accès à nos traditions religieuses et aux lectures de nos textes avec un outil historique d'exploration des strates qui l'ont construit. En fait, le propre de tous les fanatismes et de tous les fondamentalismes religieux, c'est qu'ils sont ce que j'ai l'habitude d'appeler chronophobes, c'est-à-dire qu'ils ont une haine absolue de la trace que le temps a laissée sur la tradition. Et eux veulent tenter de convaincre, en général, leurs lecteurs ou leurs fidèles, qu'il en a toujours été ainsi, que le texte a toujours été lu comme ça, que le rite n'a jamais évolué et qu'il n'y a aucune trace historique, aucun impact et aucune contamination du temps et des cultures qu'on a rencontrées sur nos pratiques et sur nos textes. Bien entendu, c'est un mensonge historique, c'est un mensonge philosophique. Nos religions, quelles qu'elles soient, sont les enfants des temps qu'elles ont traversés, des cultures qu'elles ont croisées. Et ça s'illustre de 1000 manières. Moi, au sein de ma tradition, qui est le judaïsme, je pourrais l'illustrer de 1000 manières. Il n'y a pas une fête du calendrier qui n'a pas été impactée, qui n'a pas été influencée par des cultures qu'on a croisées, des temps qu'on a traversés. Et donc, on est les enfants de ces strates historiques. Et bien souvent, les fondamentalismes religieux veulent les éclipser pour finalement se raconter un monde, et ça ne va pas vous surprendre que j'utilise ce terme maintenant, un monde pur,
un monde de pureté. En fait, tous les fondamentalismes se retrouvent dans un idéal de pureté, dans une obsession de la pureté des corps, la pureté des principes, la pureté des histoires, l'impureté des femmes, etc., etc. Ça pourrait se décliner de mille manières. Et l'outil le plus efficace pour lutter contre ça, c'est de réintroduire toujours l'histoire avec un grand H, la conscience des strates historiques, non pas pour profaner une tradition, parce que savoir qu'une tradition a évolué ou a été influencée, c'est tout, sauf l'appauvrir et la rendre profane. C'est au contraire prendre conscience du sacré de sa transmission. Elle a su métaboliser les rencontres qu'elle a faites et rester en vie. Et donc, il faut être capable de complètement changer un discours sur le rapport à l'histoire. Et ça, je dois l'avouer, c'est des choses qui se jouent dans les familles, qui se jouent peut-être un peu à l'école, mais qui se jouent beaucoup au sein des institutions religieuses aussi. Est-ce que les leaders religieux aujourd'hui sont prêts à avoir un discours qui fait de la place à l'histoire avec un grand H, dans la façon dont on raconte les histoires avec un petit H, les récits? Et ça, c'est une question extrêmement complexe et subversive. Merci beaucoup. Il y a une autre question de Agnès qui est formatrice. En plus de la contextualisation, quel rôle voyez-vous à l'actualisation des textes? Est-ce que c'est là que vous verriez le encore à dire? Oui, en fait, je ferais presque la même réponse qu'à la question précédente. Je risque de me répéter. C'est que je pense que la contextualisation et l'actualisation, c'est la capacité à prendre en compte l'histoire. C'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on lit un texte, il faut comprendre d'où il parle, c'est-à-dire dans quel contexte anthropologique, sociologique il s'est développé, mais aussi dans quel contexte il a été lu et par qui, avec quel projet politique, avec quel contexte, et comment est-ce qu'on peut le lire aujourd'hui avec une très grande humilité, c'est-à-dire en sachant que les mots tels qu'on les lit, il faut toujours se dire que sans doute dans la bouche de celui qui, ou dans l'oreille de celui qui les a entendus avant nous, ou dans la bouche de celui qui les a prononcés, ces mots ne voulaient pas dire cela. Et donc, il faut tout le temps avoir l'humilité et la conscience du malentendu dont on parlait encore il y a un instant. Voilà. Cette humilité du lecteur qui contextualise, elle est ce dont on manque terriblement aujourd'hui et qui mène tout droit au fanatisme dont je parlais il y a un instant. Alors, sur un ton plus léger, Céline, qui est enseignante, vous remercie pour cette lumineuse intervention et cette référence. Donc, c'était au moment de la référence à Amos Oz que je m'empresse de commander dans ma librairie de proximité. Merci pour les libraires, mais j'ai encore plein de conseils, plein de livres qui m'ont... mais c'est vrai qu'Amos Oz, c'est une grande référence, c'est vraiment un auteur que je recommande parce que, je veux dire encore un mot, Amos Oz, il a écrit beaucoup de fiction et aussi des essais et parfois des pamphlets très engagés politiquement en faveur de la paix au Proche-Orient. Et il disait que pour écrire des pamphlets, il pouvait entendre une seule voix dans sa tête. Mais pour écrire de la fiction, il fallait forcément qu'il en entende plusieurs. Et je trouve que c'est quelque chose de très juste. On ne peut pas entendre 1000 voix dans sa tête quand on est dans une action politique, parce qu'il va bien falloir choisir quelle voix doit se traduire en acte. Mais par contre, il faut s'assurer qu'on est suffisamment entouré aussi de monde fictionnel pour ne pas laisser ce monologue intérieur tout dire de votre vie intérieure. Une dernière question de Nicole, qui est enseignante et qui s'interroge. La racine des mots et l'origine des langues sont-elles très importantes pour la compréhension et la tolérance entre les êtres humains? D'avoir cette intelligence de la racine des mots et de l'origine des langues. Oui. Alors, moi, j'ai une passion pour la question de l'étymologie parce que j'ai toujours l'impression que quand on creuse, quand on revient, on cherche la racine du mot, en fait, on décuple la possibilité de dire du langage. On se rend compte que oui, à nouveau, je vais dire encore la même chose, que les mots sont chargés d'histoire, qui sont héritiers de plein de choses qui nous échappent, mais dans les mots, il y a des fantômes. Le français le sait très bien parce que le français a cette petite particularité de l'accent circonflexe. Vous savez, quand on explique aux enfants, quand il y a un accent circonflexe dans un mot, c'est parce qu'avant, à une époque, il y avait un S et que le S s'est transformé en accent circonflexe, hospital, hôpital, etc. Et je trouve que c'est une très belle illustration de la façon dont on vit avec des fantômes. Et en fait, on grandit. Les enfants, souvent, ils jouent tous aux fantômes. C'est un jeu qui est partagé par tous les enfants du monde. Mais pourquoi? Parce que, en fait, moi, je crois que pour grandir, on a besoin de savoir qu'il y a autour de nous
des fantômes, qui peuvent nous mettre des bâtons dans les roues, mais parfois qui peuvent nous faire avancer. En fait, c'est intéressant parce que je sais que tu es en train de lire, Charles, Thésée, La vie nouvelle de Camille de Toledo, et c'est un livre extraordinaire sur ce sujet que moi je conseille vraiment de lire aussi si vous devez faire une autre commande à votre libraire, parce que c'est un livre extraordinaire sur les fantômes dans les familles, ce qui se transmet, ce dont on hérite malgré soi, parce que parfois nos mots, y compris physiques, racontent de nos histoires. Mais je crois qu'il y a des fantômes dans nos vies, dans nos histoires familiales, dans nos sociétés, mais il y a aussi des fantômes dans nos langages, et que souvent l'étymologie, c'est une façon de les traquer, de voir de quoi on est héritier. Tout en ayant, je pense qu'il faut toujours se méfier. Moi, je me méfie simultanément, ça va peut-être sembler paradoxal, des gens qui sont obsédés par les origines. En fait, les gens qui sont obsédés par les origines, souvent, sont des gens qui ont tendance à aussi être obsédés par la pureté des origines. Alors qu'en fait, aucune de nos origines n'est pure. Les scientifiques en parleraient bien sûr bien mieux que moi, mais en fait, il n'y a pas d'origine pure. L'origine de la vie, c'est une fertilisation, c'est-à-dire une rencontre avec ce qui n'est pas soi, avec l'altérité, avec un autre. La vie naît, en tout cas dans notre règne, pour l'humain c'est vrai, les mammifères, par la rencontre, une reproduction, c'est la rencontre avec un autre, une fertilisation de la rencontre avec un autre. C'est tout sauf un récit de pureté. En fait, pour utiliser un mot très à la mode, c'est un récit de contamination. Alors la contamination, c'est un mot dont tout le monde parle aujourd'hui, bien entendu, mais on n'en voit plus, on n'en entend plus, et c'est normal aujourd'hui que le sens négatif. Mais il faut aussi se rappeler qu'on est les enfants de contamination, au sens positif, de fertilisation, de contamination nécessaire. Au début de la crise du coronavirus, je me suis mis à lire plein d'articles sur l'immunologie. Voilà, tout à coup, je me suis mise à me repassionner j'avais fait dans une vie passée des études de biologie et de médecine, et je me suis mise à relire plein de textes d'immunologie, et notamment à relire tous ces récits qui nous disent que un pourcentage, dans mon souvenir, c'était 8 ou 10%, mais je ne sais plus exactement, de notre ADN, et en fait, un ADN viral, c'est-à-dire des virus que nos ancêtres ont pu rencontrer, ont fini par intégrer notre génome et font partie de notre ADN. Et je trouve que c'est une idée incroyablement inspirante, en fait, parce qu'on est en train de traverser ce tunnel obscur, avec une incertitude sur ce qui nous attend. On voudrait se préserver, et c'est normal, du virus, bien sûr, et le dépasser, mais il faut aussi simultanément avoir conscience que nous sommes les enfants de générations qui ont traversé d'autres contaminations, c'est-à-dire qui ont rencontré des virus et qui ont trouvé comment, non pas s'en débarrasser, mais d'une certaine manière, les intégrer à un héritage qu'ils nous ont transmis et qui fait qu'on vit comme on vit. C'est-à-dire qu'on a vous en parleriez bien mieux que moi, mais qu'il y a des propriétés physiques qui sont les nôtres aujourd'hui parce que nous avons été contaminés dans notre histoire. Et je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faut aussi méditer, et ça nous invite à être d'autant plus suspicieux de quiconque aujourd'hui utilise une rhétorique de pureté, que ce soit dans un domaine, dans un projet politique ou dans un projet religieux. Voilà, méfions-nous de la pureté. Je cite toujours ça, c'est peut-être une façon de finir, mais que voilà, quand on dit dans la Marseillaise qu'un sang impur abreuve nos sillons, souvent cette phrase, les gens tremblent, que ça veut dire qu'un sang impur abreuve nos sillons. Moi, j'aime bien comprendre cette phrase autrement, ou peut-être que c'était son sens original, de se dire que ce qu'on se souhaite vraiment, c'est que un sang impur, c'est-à-dire la conscience du sang impur qui est le nôtre, abreuve nos sillons, soit dans nos veines, et que nous en ayons conscience. Super interprétation. Ah oui, vraiment. Merci à vous de nous avoir... Ça me réconcilie.